Et quand vous dites que les gens ont du mal, le problème c'est que les gens ont le mal qu'ils se sont eux-mêmes injectés par la platitude, la fainéantise, la paresse, la lourdeur, la lâcheté. Mais le pire est qu'ils sont fiers de leur obscurantisme, ces minables. Ils sont fiers d'être cons. Bah non, je suis à moitié libanais. Putain, il est fort ce con. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. Avec les prétentieux, c'est toujours pareil. Moi, je. Lire, c'est la compréhension radicale que je veux me tenir debout. Je veux pas ramper, je suis pas un esclave, je veux me tenir debout. Vous arriverez toujours à me faire rire, même quand je n'ai pas envie. Marx. Encore Marx. Toujours Marx. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Oui, oh, les ignorants confondent parfait avec Spinoza. Tant pis pour eux. Oui, alors ça, tant pis. À présent, vous ressentez du désir sexuel pour moi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ça Envoie, l'émission qui va vraiment voir les voix. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui domine physiquement la scène avec mon 1m90 et mes 115 kg, et aujourd'hui je fais office d'échantillon gratuit avec mon invité du jour, Dan Sliger, qui est un colosse et qui est aussi imposant qu'il est gentil, musicien depuis l'âge de 6 ans, humoriste, comédien, il a donné la réplique à des stars comme Didier Bourbon ou Sylvie Testu, mais aussi plein d'autres choses, il a pas sa langue dans sa poche, et il est très sympa, en plus d'être un professionnel qui a de la bouteille et qui sait un peu de quoi il cause. Il va nous raconter tout ça aujourd'hui. Bonjour, Dan. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Et toi-même, on arrive à se croiser peu de temps avant Noël, au moment de l'enregistrement. Ouais. Et je te déteste parce qu'il fait 18 degrés là où tu es, alors qu'il fait 5 chez moi. Oui, avec du soleil, et c'est toujours bien agréable d'entendre les vagues, de sentir les yachts, de sentir la mer et avoir juste le soleil qu'il faut, l'humidité qu'il faut, pas trop de gens, Oui. tu vois, pas le brouhaha des grandes villes. Oui, vous verrez, Dan me ressemble à ce sujet. Comme tous les vrais humanistes, il est extrêmement misanthrope, il aime trop les gens pour les supporter médiocres et en tas. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais à ton rire, j'entends que... J'aime l'humain, j'aime les gens, mais je pense qu'on arrive à un stade où c'est plutôt la bêtise qu'on ne supporte plus. Tu m'en diras tant, et on aura l'occasion d'en reparler, en long, en large et en travers. Dan, est-ce que j'ai dit des bêtises ou oublié des choses importantes dans ta présentation que tu voudrais corriger ? Oui, j'ai famille de musiciens, oui, mais moi j'ai pas pratiqué longtemps. Donc, j'ai commencé à 6 ans le solfège, que j'ai vite arrêté parce que mon grand-père ne voulait pas m'apprendre. Lui était joueur de vibraphone, de bongo, pianiste aussi parce qu'il faisait ses musiques lui-même. Mais je dis, Daddy, je veux que tu m'apprennes le bongo. Non, je suis pas pédagogue. Donc du coup, j'ai dit au bout d'un an, si c'est comme ça, moi j'arrête le solfège. Je me dis, mais non, je ne fais pas ça. Et comme un con, j'ai arrêté. Donc oui, je tapote un peu sur le piano comme ça, mais sans plus, avec beaucoup de regrets. Mais tu as appris le solfège très jeune, donc je pense qu'on peut dire quand même, les musiciens qui connaissent ton travail, et dont je suis, l'entendront, quand on entend tes performances vocales et qu'on voit tes performances à l'écran, le sens du rythme, tu l'as. Bien sûr, ça c'est clair. Ouais. Et puis j'aime ça, j'aime bouger. Je vais dans un grand magasin ou au marché, je prends ma femme par le bras et je danse. Et tu es aussi sportif, boxeur, artiste Oui. martial, toute chose Tout à où le fait. rythme compte. Bien sûr, bien sûr. On peut C'est hyper commencer par là. important, savoir bouger, Ouais. tout à fait. Savoir mettre un pied devant l'autre, savoir comment se déplacer, savoir malheureusement éviter les coups, c'est quelque chose de plus important que d'en donner des fois. Eh ben, tu vois, ça va être un fil rouge pour démarrer parce que
et on en parlera après, je sais que tu m'en as parlé dans notre interview préparatoire, tu as été, de par ton physique imposant, un peu typecasté parfois dans des rôles de méchants, que tu fais très Oui, bien souvent. d'ailleurs. Mais le rapport au, le rapport au mouvement, le rapport à l'espace, le rapport à trouver la vitesse d'un personnage que tu as, qu'est-ce que tu amènes de ton parcours sportif et martial là-dedans? Ça m'intéresse. Mais déjà la démarche. Donc souvent on me dit, t'as la démarche martiale quand tu te déplaces et tout. Tu l'as un peu moins maintenant parce que je pratique plus du tout les arts martiaux, mais je fais de la salle. Mais il y a une rigueur. Il y a une rigueur que m'a apporté la boxe, que m'a apporté beaucoup l'aïkido. Le respect. Le respect des gens, savoir quand quelqu'un te dit merde, c'est pas parce qu'il en a marre, mais c'est peut-être que lui va mal. Donc voilà, et des choses. Et puis, oui, savoir écouter les gens, savoir ne pas. Savoir fermer sa gueule, c'est pas toujours évident. Laisser parler les gens et savoir pourquoi ça va pas. On sent que tu le fais dans la vie et pas seulement dans ton travail. Oui, bien sûr. Mais je te dis, j'aime les gens, j'aime l'humain. Moi, je suis capable de m'arrêter sur un truc. Je vois quelqu'un qui est assis par terre, je me demande, est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Oui, oui, ça va, ou ça va pas, ou j'ai un problème, venez, je vais vous aider. Une personne qui a des problèmes pour prendre ses courses, une petite vieille, une petite dame, je vais vous aider, la voiture est où? Là-bas, bah, tenez, voilà, je passe ça tous les jours parce que je vois pas toujours des gens dans la détresse, mais quand je peux le faire, bien sûr. Moi, je vois, ça m'arrive plus d'une fois de voir des gens se faire tabasser par 2 ou 3 personnes, mais je m'arrêtais. Ou une femme se faire mettre des gifles par son mec, bah, et personne n'intervient, mais j'interviens. C'est des choses que, voilà, pour moi, c'est logique, c'est la moindre des choses. Il faut dire que tu as un physique qui amène une présence apaisante. Oui, oui, bon, on m'a souvent appelé mon gros nounours, mais Oui. je suis un peu plus petit que toi, je fais 1m85. Oui, mais Je faisais 1m87 à un moment. Et tu as perdu 2 centimètres? Ouais. C'est fou, hein? Ah oui, mais tu verras quand tu auras passé la quarantaine, ça va être encore pire. Ah, mais ce qu'il ne vous dit pas, dans sa grande modestie, c'est que 1m85, mais pour combien de kilos au plus fort? Ah, j'ai pesé 180 kilos. 180 kilos. Ouais. Et là, maintenant, je suis à 117. Donc, ça pose. J'étais une belle bête, quoi. Ça, on pourra aussi en parler techniquement, sur comment ça joue sur ta voix, sur tes résonateurs, sur tes projections. Bien sûr. Et au plus lourd tu es, au plus difficile tu as à reprendre ton souffle, à reprendre ta voix. Et c'est quelque chose qui était très difficile. Et je suis très content d'avoir perdu tout le poids, l'excédent, parce que ça m'aide énormément. Même maintenant encore, je vois bien, quand je suis sous le tapis, je cours un petit peu, je sens encore, voilà. Bon, on va remettre un petit coup. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai avec un poids important, on peut avoir des problèmes de fatigue plus vite, notamment respiratoire, mais on a aussi développé une corpulence qui permet des volumes pour les résonateurs. Tout à fait. Donc ça aide pour aller chercher les basses, peut-être, ou ce genre de choses. Tout à fait, mais tu sais, quand tu es face caméra et qu'on te dit, voilà, tu arrives dans la pièce, tu attrapes le bonhomme, tu le secoues, tu le gifles, tu l'engueules et tout. Quand tu as du poids, tu es vite essoufflé, malgré que c'est juste une petite dispute, c'est pas... Et des fois, je me disais, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, la force, j'ai toujours eu. Souvent, on me disait, fais gaffe, là, tu m'as collé une, là, j'ai senti passer, je fais, excuse-moi, j'ai pas vu, voilà. Parce qu'en plus, non seulement il y a l'énergie de la main qui part, mais il y a l'énergie du poids qui suit. Donc, du coup, la personne ramassait un certain poids en pleine tête, quoi. Et c'est vrai que j'étais essoufflé, je dis, mais enfin, mais c'est bizarre. Et voilà, donc maintenant ça a repris, ça va mieux, tout ça, depuis quelques temps. Et on sent une différence énorme, énorme. Et puis, apprendre à respirer, c'est important aussi. La base pour les vocalistes. Tout à fait.
Et même pour nous, pour tout être humain, apprendre à respirer permet de réguler le cœur. Aussi. Je l'ai appris comme toi aux arts martiaux avant de Oui, l'apprendre dans un quelconque cours de chant ou de théâtre. tout à fait. Donc ça ne peut qu'aider. Et au milieu de ce parcours sportif, comment en es-tu venu à la comédie dans tes jeunes années? Alors, j'avais un grand-père maternel qui était donc jazzman, mais qui était fou de cinéma. Donc beaucoup de cinéma américain. Je voyais des comédies musicales américaines. Je voyais tous les plus grands westerns, tout ça que maintenant ça me voilà. Les fameux KPDP dans le temps, les Peplum, tout ça. Et il me parlait beaucoup de cinéma. Et j'allais avec lui et ma grand-mère voir des films encore au cinéma. On allait encore dans le temps avec les enfants voir des films maintenant devant la télévision, et voilà, avec tout ce qui se passe maintenant, avec les plateformes et tout, on a une facilité qu'on n'a plus. Avant, on donnait l'opportunité de sortir. Alors, c'est vrai que tout le monde sortait, on était un peu endimanché, parce que c'était pas tous les jours, on allait en ville, tu vois, c'est quelque chose d'agréable. Mais, et ce côté, depuis que je suis petit, tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier. Toujours. J'ai fait plein de petits, j'appelle pas ça des métiers, un petit travail à gauche, à droite, un peu plus dans la limousine, taxi, barman, portier. J'ai fait la protection rapprochée. J'ai fait toutes sortes de petits boulots qui permettaient de mettre du beurre dans les épinards. Et qu'est-ce qui a fait que tout petit tu voulais faire ça? C'était pour ressembler au héros de film que te montrait ton grand-père ou... Non, je pense que c'est à cause de le non-amour de ma mère, qui voulait briller aux yeux de sa maman, et jamais de je t'aime, jamais de câlin, jamais. Alors que sa maman, ma grand-mère, m'adorait. C'est elle qui m'a élevé. Donc, malheureusement, je ne vois plus ma maman, mais ça ne me manque pas. Une démarche profondément intime alors. Ma grand-mère qui m'a élevé, qui est morte très très jeune malheureusement, me manque beaucoup plus. Même si elle est décédée quand j'avais 19-20 ans, un cancer. Et c'est vrai que le fait de briller, le fait d'être aimé, le besoin d'être aimé. Et c'est vrai que j'entends souvent des interviews de comédiens, des fois, mais on fait ce métier aussi parce qu'on est un peu égoïste et parce qu'on aime être aimé, être regardé, être reconnu. Et avec le temps, j'ai une certaine sagesse par rapport à ça. Le fait d'être aimé m'est passé totalement. Tout ce que je veux, c'est être connu et reconnu dans mon métier pour travailler encore plus. C'est tout. Le restant, j'ai ma femme qui est là, j'ai mes enfants qui vivent, qui ont leur vie. Papa, je t'aime, la vie est belle, j'ai une famille formidable, c'est le principal. Mais ce qui m'importe beaucoup aussi, c'est les amis. Et j'en ai très très peu pour avoir de très bons amis. Je t'entends. Mais c'est très touchant que tu l'avoues avec autant de courage et de transparence, parce que dans nos métiers, beaucoup de comédiens ont un rapport de « je t'aime moi non plus » avec ça. Ils n'osent pas avouer qu'ils sont en quête d'amour, et ça tourne en narcissisme parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec ça, trop souvent. Donc oui. On sent qu'il y a un parcours derrière, que tu assumes, et c'est une force. Le secret, c'est savoir pardonner. Et toi, tu en as à pardonner, tu m'as raconté quelques anecdotes. Oui. Et j'ai pardonné, je me suis pardonné aussi, les conneries que j'ai faites. Parce que j'ai fait beaucoup de conneries dont on parlera ensemble si tu veux. Et j'ai pardonné aux gens, à mon père aussi, comme je t'avais raconté la fois passée, qui me tapait sur la gueule, tout ça, la gueule de sa mère. Un jour, je lui ai pété la gueule quand j'avais 18 ans, il tapait sur sa troisième femme. Mais oui, j'ai pardonné aux gens. Le fait, tu sais, le fait de ne pas pardonner, tu te promènes avec un poids énorme que tu dois porter tous les jours.
Donc, vaut mieux lâcher, laisser tomber, même si des fois, tu as encore un peu le sentimental qu'elle a, tous ces films à la con, là, d'amour, machin et tout, tu as une maman qui est malheureuse, ça te rappelle des souvenirs, ou des enfants malheureux. Voilà. Je dis, moi, j'aime pas ces films qui font pleurer les gens, parce que je sais que je vais avoir une larme à l'œil et j'ai pas envie de ça. Les films d'animaux, même chose, ça m'énerve, la maltraitance animale. Donc, du coup, je préfère. Je suis un hypersensible et j'ai eu très, très dur à accepter mon hypersensibilité. Longtemps avec un papa qui était très dur. On n'était pas une gonzesse, blabla, machin. Enfin, et donc, alors ça n'a rien à voir. Voilà, et j'ai, oui, pardonné. Ça m'a fait un bien fou. C'est beaucoup aussi grâce à ma femme que c'est vraiment, me laisse tomber, ça vaut pas la peine. J'étais là, je dis, mais enfin, et elle a raison. Ça vaut pas la peine. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a une démarche égoïste, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est sain dans le pardon. On le fait aussi pour soi, parce qu'on se sent beaucoup Bien mieux sûr, quand on pardonne bien aux sûr. gens que de garder ça avec soi. Et Tout à fait. ça n'a pu que te nourrir comme comédien. Bien sûr, et ça m'a aidé. Ça m'a aidé comme comédien d'être moins agressif avec les gens qui te parlent mal ou qui de t'énerver, à la limite gifler quelqu'un alors que après on vient de dire putain t'as été fort. Je dis oui, il manquait de respect. Oui, mais il y avait une autre façon d'apporter la chose et pas ce qui est vrai. Et c'est vrai que ouais, le pardon est indispensable si tu veux continuer à vivre pleinement ta vie sans pour autant porter tes peines et tes déceptions. Et tu faisais état de, on peut dire peut-être un regret, je parle sous ton contrôle, que dans ta carrière, tu as été un peu, à ton corps défendant, victime de ton physique dans les choix de rôle qu'on t'a proposés. Bien sûr. Et heureusement, dernièrement, il semblerait que les choses ont changé grâce à un partenariat avec un garçon que tu aimes beaucoup qui s'appelle Thomas Latour, Tout à fait. qui lui a su voir en toi tout ce dont tu viens de parler pour le montrer à l'écran, ce qui Ouais. est peut-être plus intéressant et te rend plus justice. Tout à fait. Il est très sensible aussi. Il est un jeune réalisateur qui veut faire beaucoup de choses, qui veut être à l'écoute, qui aime l'humour. Mais néanmoins, il voulait faire un film un peu dramatique, dont La raison de Angle mort que tu as vu. Que j'ai vu, que tu m'as envoyé, que j'ai regardé, oui. Et il m'a laissé travailler ce personnage. Et le plus beau résultat pour moi, la plus belle preuve de réussite du film, c'est quand mes enfants sont venus voir le film, ils m'ont dit, papa, il y a des moments où on ne te reconnaît pas. Donc voilà, pour moi, le pari était gagné, quoi, le fait. Et lui, il me dit, voilà, et on va jouer tout et n'importe quoi. Mais il m'a dit, j'adore avec toi parce que tu es partant pour tout. Tu aimes ce que tu fais. C'est important. Et pour l'avoir vu il y a peu de temps, puisque tu me l'as envoyé, je peux témoigner du fait que c'est un personnage très intéressant que tu incarnes, puisque ce qui, moi personnellement, m'a sauté au visage en premier, c'est que tu arrives à incarner un personnage extrêmement dangereux et pathétique, faible. Oui, tout à fait. Extrêmement dangereux. Et ce mélange-là, effectivement, je comprends tout à fait la réaction de tes enfants, et c'est le plus beau compliment qu'un comédien peut recevoir. Bien sûr. C'est quand ses propres gosses lui disent « Papa, on t'a pas reconnu ». Alors là, c'est la consécration. Qu'est-ce qu'un Oscar après ça? Oui. Oh. En parlant encore avec Thomas, justement, il aime bien les festivals parce que ça permet d'être connu et reconnu dans les festivals. Et peut-être certains comédiens ou certains réalisateurs tournent maintenant parce que les films ont été vus dans certains festivals. Et il me dit, je préfère de loin que mes films passent dans un festival, qu'on ait un petit prix, qu'on soit honorifique, un truc comme ça, que d'être récompensé à Cannes, Hollywood, comme ça. Et il dit, je m'en fous totalement. Et moi, c'est la même chose. Si un jour ça arrive, ben voilà, mais je ne suis pas... non. Sans être diffamant ou attentatoire, tu m'as fait état d'anecdotes qui font démystifier les stars et qui font qu'on se rend compte que tout ça c'est un peu le bal des vampires et qu'il faut surtout pas courir après tout ça. Ben c'est clair.
c'est clair. Ben, Je sais tu pas à sais, quel point tu veux rentrer ou non dans les détails. tu peux me redire comment on a débuté la conversation, et si je me rappelle très bien, mais c'est vrai que les soirées fin de tournage, tu veux dire. Oui, par exemple. Ça, oui, voilà, mais j'ai rien à cacher là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Et c'est pas une obligation, c'est juste, voilà, à partir du moment où on vient de trouver soirée fin de tournage, viens, on va s'amuser, avec ton petit rosé tranquille, allez, viens, Dan, on va aller, et t'arrives, et tu vois, toutes ces lignes de coke sur la table, non, 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 ça va aller pour moi. Allez, amuse-toi, non, non, ça m'intéresse pas. C'est vrai que c'est pas. Voilà, et les gens, que ce soit connus ou pas connus, certains plongent dedans, et tant pis pour eux, quoi. Moi, je dirais un peu chacun son. Même si tu as beau essayer de dire, mais allez, fais pas ça, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont dedans, mais c'est dur à en sortir, hein, parce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien, quand tu es comme ça et que tu tournes souvent, et c'est un peu comme l'alcool, tu en as besoin. Si tu n'arrives pas à dire non, voilà, après, moi je dirais toujours, à partir du moment où tu montes. C'est pour ça que je sens très bien maintenant que ça commence à fonctionner un peu mieux. C'est peut-être l'âge, peut-être c'est une certaine sagesse aussi. Et je suis pratiquement sûr que le jour où il y a un succès pour un film, j'ai plus sa tête sur les épaules maintenant, grâce à ma femme, grâce à des gens comme Thomas Latour, et ne pas avoir la grosse tête et péter un plomb et me prendre pour une merde. C'est pas pour être polémique, ce serait un peu facile et un peu bête, c'est aux futurs professionnels de la voix qui vont nous écouter aussi que je pense, puisque c'est le fil rouge de cette émission, interviewer des professionnels de la voix pour qu'ils disent quelque chose d'une façon qu'on n'entend pas ailleurs, si possible. Soyez conscients de ça, jeunes comédiens, jeunes chanteurs, Tout à fait. Soyez conscients de ça, c'est un métier où il faut beaucoup de nerfs et de fondation morale pour durer. Éviter les pièges de la soi-disant amitié et de l'amusement. Moi, je me suis amusé, hein. Au début que j'ai commencé là-dedans, c'est clair que je ne buvais pas. Je buvais une fois un rosé, mais c'était café, thé. C'était les filles, c'était voilà, tout ça. C'était facile. Mais il faut d'abord penser à bosser. S'il vient l'amusement après, mais c'est surtout prendre ça comme un vrai travail, comme si tu allais à l'usine, et se dire je veux rapporter de l'argent à la famille, je veux, dès que l'argent est là, que j'ai fait ce qu'il fallait, j'irai boire un verre, je vais m'amuser avec les potes, une soirée de fin de tournage. Mais il faut vraiment prendre ça comme un vrai travail. C'est un vrai travail. Les gens ne le comprennent pas toujours. Quand tu leur parles de ça, ils font oui, et vous les comédiens. Ouais, c'est toujours le côté les baladins, les troubadours qui se trimballent avec leur roulotte, tout ça, qui chantent un petit coup, qui font un peu de magie, qui font l'artiste et qui disent quelques mots. Et du coup, vous vivotez. Ben non. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu touches 8 000 € par exemple pour 3 jours ou 4 jours. Putain, 8 000 €, c'est énorme. Après, tu ne travailles plus pendant 6 mois. Voilà. Et oui, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'est ça. Et après, tout le monde n'est pas Depardieu ou Jean Reno avec des grosses sommes d'argent, mais même eux, ils doivent étaler leur argent. Hein, s'ils n'ont pas investis à gauche, à droite, et je sais très bien que Jean Reno a fait des olives. Oui. Donc, il a d'autres rentrées, mais il faut étaler son argent, pouvoir ne pas le dépenser et pouvoir garder de façon à être tous les mois, parce qu'on en a parlé la fois passée, mais les fins de mois de merde, j'en ai vécu. Hein. Je t'avais dit ça t'avait fait rire. C'est une phrase de Didier Super, le chanteur que les gens connaissent certainement, qui disait pour les gens, un artiste, c'est soit une star qui passe à la télé, soit un chômeur. Alors que 95% de la profession, c'est ce que tu viens de dire, c'est entre les deux. Ce que les Américains appellent des jobbing actors. C'est des mecs qui ils font ça comme un vrai boulot, parce que c'est un vrai boulot, et ça sert à envoyer leur enfant à l'université. Ça sert pas à aller dans des jets privés à Ibiza avec Brad Pitt. Mmh. Et là, tu seras mieux reconnu, et c'est malheureux à dire,
en Amérique, si tu bosses à côté, parce que tu n'es pas, tu n'es pas sous la coupe du gouvernement qui te donne un chômage ou tu traînes pour avoir de l'argent. Non, tu as un côté où tu dis je bosse et l'autre côté le cinéma ou le théâtre ou les voix. Et quand tu n'as pas, ben, j'ai une petit boulot à côté qui était serveur, qui était boulanger, je ne sais pas moi, mais quelque chose qui te permet, comme Harrison Ford était ébéniste au départ. Tout à fait. Voilà, donc il y a plein de gens qui sont arrivés là-dedans par hasard et qui aiment ce qu'ils font maintenant, mais néanmoins ils faisaient d'autres boulots. Même chose. Voilà. Tu parles d'Harrison Ford, je connais un peu la biographie du monsieur. Ouais. On lui proposait tellement systématiquement des rôles de merde qu'il a complètement arrêté parce qu'il était écœuré et il n'a plus fait que charpentier, constructeur de décors. Et c'est comme ça qu'il a rencontré George Lucas sur le tournage de Star Wars. Et il avait 35 ans, je crois, quand il a chopé les rôles qui l'ont lancé. Donc il y a eu 15 ans de second rôle mal écrit, mal dirigé, où lui était frustré, et il était artisan à côté. Et il y a un sacré paquet de fois où il a dû se dire bon, soyons réalistes, le bois c'est sérieux, et puis la comédie, bon voilà. Et puis, alors que en France, en Belgique, Luxembourg, enfin en Europe, tu vas bosser à côté, tu vas voir des potes qui ont la chance de bosser plus, qui sont au théâtre ou qui tournent plus que toi. Ben, on est en fin d'année. Arrête quoi. Allez. Oui, voilà, c'est ça. On en connaît, on ne dira pas de nom, mais on en connaît même qui ont travaillé avec toi et qui, le jour où cette personne a vu que tu conduisais une limousine entre deux contrats, ne t'a plus connu, ne t'a plus parlé. On dira et m'a tourné le cul et m'a rien dit. J'essaie de lui reparler après. Voilà, donc. Et comme tu dis, très, très, très connu. Voilà, très, très connu. Donc nous ne donnerons pas de nom de famille, mais Sylvie, si tu nous écoutes, tu es une connasse. Voilà. Et dit comme ça, mon avocat me signale que je ne peux pas être attaqué pour diffamation, car plein de personnes ont ce prénom. On embrasse toutes les Sylvie qui nous écoutent, on vous aime. Et un jour, mon grand-père est venu me voir jouer au théâtre, dans 12 hommes en colère, et il est venu, j'ai terminé la pièce, je descends, on va boire un verre, et il me fait « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'ai continué. Oui, mais tu vas pas arrêter de travailler quand même. Hein. Même mon grand-père, qui avait eu la chance de commencer son métier directement et de ne pas devoir, comme il m'a toujours dit, lever un marteau ou visser une vis pour un patron, il a pu vivre de son métier tout le temps. Il m'a dit, n'oublie jamais que quand tu n'as pas de tournage, tu n'as pas de théâtre, essaie de trouver un petit boulot à côté. Tiens ça pour toi, parce qu'autrement, tu vas dans une merde totale. Les artistes, c'est pas comme avant. Hein. Voilà, il avait raison. Puis il est venu me voir après jouer en one-man show, il fait « Les stand-up, je suis pas fan. » L'honnêteté terrible du grand-père, tu sais. Oui. Voilà, quoi. Mais ici, j'ai des disques de lui, ici, magnifiques, et il a joué avec les plus grands, quoi. Et voilà. Et moi, c'était aussi quelque chose qui me fascinait. Et il était connu, tu m'as dit, dans le milieu. Oui, bien sûr. C'était le plus grand vibraphoniste belge au monde. C'était le seul chanteur de jazz belge au monde. Il s'appelait Sadi, S-A-D-I. Et il était très, 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 très connu. D'ailleurs, ma femme, il y a une semaine ou deux, elle regarde une série, et dans la série, les gens écoutent de la musique, et il y en a un qui fait « C'est pas du Sadi, mais c'est pas mal. » Elle a fait « Oh, c'est fou ça !» Ah oui, ça... Bon, tout est dit. Voilà. Compte tenu de ce que tu viens de me dire, tu n'as jamais eu envie, toi, de sauter le pas, franchir l'Atlantique et aller plutôt aux États-Unis où ils ont un autre rapport à nos métiers? Si, mais avoir connu la merde, il peur de retomber dans la merde là-bas, parce que là-bas, c'est pas évident. Hein. C'est très très dur. J'ai un pote qui est là-bas, qui j'ai rencontré à Cannes il y a quelques années, qui m'a fait travailler sur un livre, un audiobook, qui lui est américain. Il m'a dit, voilà, je t'envoie traduit, est-ce que tu peux me le faire? Donc j'ai fait
une voix là-dessus, j'ai adoré ça. Et il me dit chaque fois, viens aux States. Là, il était à New York, maintenant il est à Las Vegas. Il me dit, oh, c'est le pied, Las Vegas, viens. Je vais bien, Coco, mais moi, vivre chez toi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de vivre au crochet de quelqu'un, quoi. Ouais, je comprends. Il y a un âge pour tout aussi. Hein. Après, maintenant, on me propose quelque chose, on me dit, voilà, c'est 2 mois de tournage aux States, au Canada, n'importe où. La seule fois, ça mourait de rire, que j'ai refusé d'aller quelque part. C'était il y a quelques années, on fait un film, un court-métrage pour Nathan Zilberstein, et j'ai plus le titre en tête, mais le film a un prix en Iran. Okay. Et il me dit, écoute, je ne sais pas y aller, mais je te laisse y aller. Et je dis, oh, génial, et c'est où? En Iran. Je fais, non, ça va aller, merci. Non, j'ai des problèmes, machin, avec tout ce qu'on connaît maintenant, et j'ai pas tellement envie d'aller là-bas, pas à mon aise, quoi. Et tu sais jamais si tu reviens. Hein. Non, mais je comprends. Tous les pays sont pas sûrs hein, en tant qu'Européens. Donc ouais, ça se gère aussi. On n'y pense pas Bien toujours sûr. dans une carrière, mais il y a des fois ce genre de problématiques que d'autres métiers n'ont pas. Bien sûr, tout à fait. Et même si on n'est pas Johnny Depp. Mais voyager, j'adore ça. Partir. Et avec le temps, j'adore partir, même 1 mois ou 2 mois ou plus, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que j'aime revenir. Le cercle privé est proche. Ouais, surtout ici. Quoi. Tu quittes l'aéroport, tu arrives sur la route et tu vois la mer à ta droite quand tu reviens à la maison. Wow, c'est magnifique. C'est un immense miroir. Et le soleil qui reflète dedans, mais c'est fabuleux. On a l'image. Et je te déteste toujours pour les 15 degrés, ce que tu as en ce moment. Sans transition, comme on dirait à une certaine époque, il y a une chose que j'avais notée dans ce que tu m'avais raconté de toi, parce que ça m'intéresse professionnellement, c'est que dans mon travail de professeur de voix, il m'arrive assez souvent de récupérer des gens qui ont des problèmes vocaux. Oui. Et toi, tu es un ancien bègue avec aujourd'hui une diction professionnelle. Tout à fait. Comment est-ce que tu as pu régler ça? D'abord, bègue, parce que, comme je t'avais dit, mon père me tapait sa gueule pour un oui, pour un non. J'essaie de parler, en placer une, c'était ta gueule, machin, voilà. T'as tellement peur de ramasser ta gueule que tu sais, qu'est-ce qui est écrit là? Un panneau publicitaire, je me rappellerai toute ma vie. C'était une histoire de clous, avec pas de texte, machin, il fallait éviter les clous. J'étais gamin et c'était une glu, quoi. Et je vois, je sais ce que je dois dire. Et j'ose pas, et je prends du temps. Il a pris un marteau, il m'a tapé sur la tête. Parce que je n'avais pas assez vite. Mais moi, j'avais tellement peur, et je me suis gamin de ramasser le coup sur la gueule. Et pas moyen d'en placer une, mais du coup, tu as peur d'en placer. Et quand tu veux placer, tu dois aller très vite pour parler. Et tu penses, et des fois, ça m'arrive des fois encore, de vouloir dire quelque chose. Mon cerveau pense à un autre mot, et la lettre part, je vais dire par exemple, abuser, et je vais, ma langue va fourcher, faire obus, par exemple. Mais le mot est sorti, et après je reprends. Parce qu'il y a une rapidité du cerveau que la langue n'a pas. Voilà. Et donc, des fois, ça m'arrive encore, mais ça a été un travail sur moi, la respiration, et surtout... je chantais, des fois, je chantais ce que je devais dire. Je tapais sur ma jambe, j'essayais de trouver une façon d'avoir une rythmique quand je vais parler, de rester bien focus sur ce que j'avais à dire. Et à un moment ou à un autre, tu comprends que faut t'imposer. Même devant ton père, il faut t'imposer. Voilà, et alors parler et dire les choses, et cette rythmique il y a des gens, moi j'ai vu des bègues qui disaient, ils tapaient du pied, ou ils claquaient les doigts, ou ils se tapaient, et moi des fois je tapais, mais souvent c'était, oui, bonjour, j'aimerais un petit pain, tu vois, et les gens, mais oui, parce que oui, c'est bon, monsieur. Mais tu es de, oui,
beaucoup de phoniatres, c'est connu des professionnels, beaucoup de phoniatres lèvent des pathologies de bégaiement grâce à ça. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui m'a aidé de pouvoir, mais le fait aussi de trouver la voix, parce que c'est pas évident non plus, quand tu dois parler, ben tu portes pas la voix. Donc oui, oui, d'accord, d'accord. Et quand tu peux parler, ben voilà, je te dis, à partir du moment où tu sais que tu as un truc à dire, mais tu le dis. Et si on t'empêche de le dire, quand tu es gamin, bah, tu baisses la tête, tu baisses les épaules, tu fermes ta gueule et une petite voix, tu dis, mais je peux quand même le dire. Et ben, voilà quoi. Ouais, ça fait vraiment écho à l'intimité C'est de la voix. du vécu, oui, mais il n'y a pas que moi. Il y a des millions de gens qui ont vécu ça. Bien sûr. Parce que malheureusement, sans vouloir être méchant, mais des papas et des mamans, tu as des connards qui n'ont pas. Et je déteste les gens qui disent oui, mais on n'a pas l'instruction pour être papa ou maman. Je dis, mais attends, Coco, tu rigoles ou quoi? Oui. Je veux bien, mais alors ne fais pas de gosse. Oui, soyons logiques jusqu'au bout. Mais oui. Voilà. Et c'est vrai que des fois, je supporte pas les gens qui maltraitent les gosses, tout ça. Et comme dit ma femme, des fois, elle entend mes enfants me parler. Putain, ne peut pas te parler comme ça. Parce que j'ai pas été assez dur avec eux, mais voilà, j'ai fait le contraire. J'ai voulu être un copain, un ami. Et ça marche pas non plus. Non, mais quand même, c'est moins pire. Bien sûr, c'est clair. Tout de même. C'est moins pire. J'ai des bons souvenirs. Hein. Moi, j'ai un souvenir énorme. Ma fille, Salomé, elle voulait une poupée. Elle avait 5 ans, 6 ans. On est dans un grand carrefour. Papa, je peux avoir la poupée, s'il te plaît. Salomé, c'est la fin du mois. C'est pas évident. Et Saint-Nicolas arrive bientôt. Donc, ça, tu vois ce que c'est Saint-Nicolas? C'est le 6 décembre. C'est un peu comme Père Je suis lorrain, donc je vois bien. Ah, ok, d'accord. Et ah, mais la poupée. Elle commence à chialer, elle se jette par terre, elle se roule par terre. J'ai fait la même chose. Je me suis roulé par terre. Elle m'a regardé. Papa, les gens qui nous regardent. Mais tu fais aussi le problème. Ça a été fini, elle l'a plus jamais fait. Comme quoi ça marche. Prenez des notes, ces gens, pour les conseils pédagogiques de Dany. Je visualise la scène en plus parce que j'ai vu une photo de toi en Père Noël. Donc j'ai tout le. J'ai le visuel. Je n'ai pas peur du ridicule non plus, c'est ça. Je sais pas, moi, au plus tu as peur du ridicule, tu vas laisser faire tes gosses. Et c'est vrai que je dis, j'ai voulu être ami avec mes enfants, mais il y a des moments où comme ce que je viens de te dire, c'est un exemple, et mes enfants, bah pareil, il y a du monde. Comme par exemple, j'étais avec mes enfants ici, je suis à Bruxelles pour un casting. On est quelque part, et moi, je chante. Quand il y a un truc, je chante. Papa, il y a des gens. Et alors? Je chante ou je parle assez. Ouais, papa, plus bas, s'il te plaît. Oh, putain, faut arrêter, quoi. Voilà. Et je dis aux gens les choses comme je suis comme ça. Je vois une dame qui passe, je dis bonjour, je me suis dit pas, je dis bonjour, et ça se perd tellement que j'aime. C'est les fêtes, ça manque de magie. Il me casse les boules, je crois que on a parlé, il me casse les boules avec ces films magiques, uniquement magie de l'amour. C'est pas ça, Noël, c'est pas ça la magie de Noël. La magie de Noël, c'est vraiment une magie avec des elfes, avec le Père Noël qui se fait enlever ou pas. Je regardais ici Dear Santa, pas mal du tout avec Jack Black qui est vraiment très très bien. Et hier j'ai regardé Code Rouge, Red One, génial, avec The Rock et celui qui faisait Captain America, pas mal du tout. C'est le Père Noël qui se fait enlever vraiment avec son frère qui est un monstre, avec une sorcière. Voilà, non, c'est bien. C'est ça la magie de Noël, c'est ça. Et peut-être qu'une magie va faire aussi que le 24 décembre, quelqu'un vient sonner à ta porte, que tu n'as plus vu depuis X temps, et se joint à ta table. C'est aussi ça la magie de Noël. Mais ce côté sans filtre que tu as, bon, déjà j'ai l'impression, ça c'est très personnel, mais que c'est du manque de ça que l'on crève tous en tant que société en ce moment.
Et ça se retrouve dans ton jeu, outre les bienfaits personnels et pour toi-même et pour tes enfants, c'est que tu as vraiment pas de limite quand tu joues. Ça se sent dans tes productions. Et ça, c'est très précieux. Beaucoup de comédiens se tuent leur raison d'être de comédien par l'autocensure. Alors que toi... Moi, je n'ai pas peur d'aller très très loin dans le jeu. Je n'ai pas peur du tout. Je préfère aller très très loin, qu'on me dise reviens un peu, fais une retenue dans ton jeu, qu'on me dise allez vas-y, va plus fort, n'aie pas peur, allez on recommence. Non, non. Va vite, va très vite, va à fond, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu sens, vis-le. Et s'il faut une retenue, eh ben, on ira un peu retenir ce qu'il faut. Mais même à l'image, je vois au combo des fois, je suis là, je regarde. Maintenant, ce que je ne fais plus, je ne vais plus au combo. Avant, j'y allais, à moins que le réa me dise viens voir, je te montre un truc. Autrement, j'y vais pas. Avant, je regardais, je fais ah non, je n'aime pas ça, je peux la refaire. Le réa me dit non, moi ça me plaît. Ok, très bien. Autrement, voilà, je refais des choses et je n'ai pas peur de la gravité des mots, de la gravité de la situation, de la gravité de la violence des fois. Comme je t'ai dit, la seule chose que j'ai refusé un jour, c'est de faire un viol sur une gamine que le réalisateur voulait vraiment voir qu'on viole. Et je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt de... Non. Et ni pour mes enfants, ni pour ma femme, ni pour les gens. Quoi. Voilà. La gamine, tu fais un fond du noir, puis la gamine est morte, on sait très bien qu'elle a été violée, qu'elle a été tuée. Voilà. C'est une question que je pose souvent à mes invités dans l'émission, parce que j'ai des réponses toujours différentes, enrichissantes et inédites, mais c'est toujours un sujet, c'est l'injonction mortifère au consensuel dans nos métiers. À quel point est-ce un impératif pour pouvoir exister? À quel point peut-on faire front? Et qu'est-ce que ça coûte? Écoute, ça coûte. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, il y a des gens qui aiment ça, d'aller voir les choses qui... Tu sais, tu parles de l'injonction mortifère, mais je pense déjà que quand on arrêtera de ralentir en voiture pour regarder qui est mort sur la route, qui s'est fait écraser la tête, ça ira déjà mieux, tu vois. Il y a déjà des gens qui vont commencer à voir des films pour les films, et pas le réalisateur qui dit « Oh putain, la fille se fait violer, oh t'as vu comme il est écrasé, je veux ça dans mon film ». C'est comme on en a parlé la première fois, une paire de seins ne sert à rien si elle dessert le film. Tout comme la violence, tout comme la drogue, tout ce qui n'est pas ça dessert le film, ça sert à rien. Moi, ma femme m'a demandé, elle m'a dit, écoute, avant tu faisais comme tu voulais, moi j'aimerais qu'à l'image, tu ne fasses pas l'amour avec une autre femme si un jour on te le propose. Si tu es au lit avec une autre femme, que ce soit, on comprend, il y a le bisou qui vient, on comprend qu'on va faire l'amour et fini, au revoir. Il y a un fond du noir, le matin on se réveille et on se voit. Voilà, après je lui dis, oui, mais c'est mon métier. Mais j'accepte. J'accepte. Si on peut éviter, on évite. Après, si le réalisateur me dit vraiment non, on ne sait pas éviter parce que c'est important pour la suite, j'en parlerai avec ma femme avant. Mais c'est encore une fois une chose qui ne me dérange pas non plus, je ne suis pas pudique non plus du tout. Et ça dérange des fois les gens. Voilà. Mais j'ai appris avec le temps aussi, me foutre à poil quelque part, ça ne me dérangeait pas. Et ma femme me dit, c'est à moi. Donc je veux pas que les autres le voient. Non, ça se voilà. voit. Voilà. Il y a pas. Tu disais, il y a des gens qui aiment le consensuel. Bon, j'ai l'impression que la vie sera plus facile pour eux, en tout cas professionnelle dans la profession. Mais toi, tu ressens que ta carrière a été ralentie ou entravée, peut-être le mot de saboter est trop fort, c'est toi qui vas m'en juger, je parle sous ton contrôle, mais parce que justement tu n'étais pas assez consensuel, on t'a demandé de l'être plus? Bien sûr. Pour des raisons que tu juges peut-être mauvaises ou... Quelle est ton analyse de ça? Mais le côté cash, le côté spontané, le côté sans filtre, je l'ai payé. C'est clair, je l'ai payé. Tu heurtais les sensibilités? Oui.
C'est un Et, problème et- personnel. C'est un problème entre des personnes. Un réalisateur qui est plus pudibond. oui, un réalisateur ou même un directeur de casting qui n'envoie pas l'essai qu'on a fait parce qu'il estime que ça va pas. Et après, tu l'apprends après. J'ai encore vu dernièrement un directeur de casting qui annonce qu'il n'envoie pas toujours les essais. J'ai dit, ah, mais je comprends maintenant pourquoi certains. Je t'en ai parlé, à chaque fois que j'ai pris quand le réalisateur était là, et ça dépend des moments par rapport au directeur de casting. Je suis pris ou pas pris, mais souvent pas pris quand c'est uniquement le directeur de casting. Et je lui dis donc, vous êtes en train de dire à tout le monde que vous n'envoyez pas toujours les essais. Parce qu'en amont, on est bien d'accord que si ta gueule est demandée, c'est que le réalisateur a reçu des photos, ben j'aimerais essayer ça, ça, ça et ça, telle personne. Mhm. Donc la photo est vue, donc après on est vu. Parce que moi je réagis comme un réalisateur. J'ai demandé une photo, on m'a envoyé ça qui convient plus ou moins à ce que j'ai demandé, le profil est pas mal, voyons ce qu'il peut faire de face caméra. Tu ne reçois pas l'essai. C'est bizarre, qu'est-ce que le réalisateur va penser? Que tu n'es pas venu? Donc tu vois, et c'est ça qui n'est pas bien. Du coup, ma femme travaille ici sur LinkedIn et envoie mes CV partout. Je crois qu'elle a fait plus de 3000 envois, si pas plus. On a eu très peu de réponses, mais on a eu quand même deux réalisateurs qui ont répondu, et deux fois, ça a été envoyer votre CV, tout ça, à tel directeur de casting, je vais tourner là-bas. On lui envoie, pas de réponse. Voilà, qu'est-ce que ce réalisateur va penser de moi? Alors, quelle est la raison pour laquelle il y a photo et derrière il n'y a pas envoi des essais vidéo? Alors, le directeur de casting qui en a parlé sur Instagram, il y a quelques mois, expliquait que c'était pour aider le réalisateur et favoriser la souplesse du travail qu'il avait à choisir un comédien. Je dis, mais c'est pas à toi à choisir. C'est pas à toi à choisir. C'est au réalisateur qui a demandé à avoir certains profils par rapport aux photos en amont, de choisir ou pas s'il prend ce comédien ou cette comédienne. Et ça, je trouve ça vraiment... Après, moi, j'ai lancé une pierre dans l'eau parce que les gens... Waouh, ah bon? Mais c'est vrai ça? Et les gens commencent à répondre. Mais oui, mais c'est vrai que c'est pas bien. Et le mec, après, il a pu parler. Voilà, et je trouve ça un peu... C'est déplorable. Préviens le comédien, écoute, ou dis-lui, c'est pas bon, tu conviens pas. Ce qui serait plus, à mon avis, plus classe. Voilà, quoi. Et c'est vrai que tu retrouves... je trouve que maintenant, on a donné un certain standing présidentiel à ces directeurs de casting. Qui fait que tout le monde en a peur, qui fait que certains ont un pouvoir de dire ce comédien, il ne doit plus travailler. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, j'ai fait un casting pour un grand film. J'ai tourné dans le film, comme tu citais tout à l'heure, Bourdon. Et à un moment, on est sur le tournage et on me demande ma carte d'identité pour la production, pour faire les frais et tout ça. Tu es belge? Oui. Ah, ben si j'avais su. Pourquoi? Ah, on voulait un film franco-français. Après, évidemment, on ne fallait pas me lancer ça. Comme on dit, bah, je suis fier d'être le seul belge sur le film. Qu'est-ce que c'est que cette remarque? Oui. Et tu sais, quand des fois je parle avec des Français, je dis souvent aux Français qui parlent des fois pas très bien avec des nouveaux mots maintenant, je parle mieux français moi que toi. Et comment ça? Ben parce que j'utilise encore des mots francs, François, qui étaient utilisés dans le temps par la langue française, que tu n'utilises plus. Parce que vous foutez notre gueule en disant que c'est un belgicisme, mais tantôt ou tantard était du vieux français. Oui. Et il y a plein de mots comme ça, plein.
Ils n'ont pas la culture de le savoir sur leur propre langue. Parce qu'en plus, toi, tu es polyglotte, Dan. Polyglotte, maintenant, ici en Espagne, je me débrouille. Je me débrouille en anglais. Je ne suis pas allé partout où je veux, quoi. Voilà. Français parfait. Néerlandais, pas top, mais je peux comprendre, aussi me débrouiller, mais évidemment, c'est toujours l'anglais. Voilà, mais j'adore les langues. C'est vrai que j'ai plein de petits mots dans plusieurs langues, comme en chinois, en japonais, en arabe. J'étais mangé dans un restaurant ici, puis j'ai parlé un peu arabe avec la bonne femme, elle était toute contente. Voilà. Mais pour savoir parler d'autres langues, j'ai dit toujours, il faut aimer les gens. Ah oui, sinon, ça ne marchera pas. Non, et de toute façon, il n'y a pas de secret. Moi, si t'aimes pas l'humain, si t'aimes pas les gens, ben, achète-toi un igloo. Oui, il faut faire un autre métier que le tien. Ces comédiens qui n'aiment pas les gens pour faire passer des émotions, ça va être compliqué. Mais c'est intéressant parce que ça m'amène des prismes d'attaque pour aller sur le domaine de la voix qui sont assez inédits. Parce que justement, l'énergie que tu amènes, qui est faite de beaucoup de choses, donc tu parles plusieurs langues, tu as surmonté des traumatismes qui t'ont fait en tant que personne, qui t'ont fait en tant que comédien, puis tu as amené ta physicalité dans les rôles, avec le sport, avec des mensurations hors du commun, qui peuvent être un handicap aux yeux de certains consensuels, mais qui sont une signature qui fait de toi un cas particulier, donc qui est aussi une force. Et au milieu de tout ça, le chant, par exemple, c'est resté quelque chose c'est resté un loisir. Ça t'a pas donné envie de... Si, j'en meurs d'envie, mais tout le monde dit, oui, t'as la voix, mais j'ai pas la technique. Ah bah, je confirme. Voilà, et j'ai pas cette technique, j'adore chanter. J'adore, c'est quelque chose, mais les rythmiques, moi j'entendais mon grand-père, quand il était en jazz, il renvoyait j'étais là, waouh, même ces petits, j'adorais ça. Ces petits que tous les jazzmen font pour se retrouver, machin, ils s'écoutent comme ça. Et j'adorais ça. Il buvait un verre, il était à une table, il commençait. Et il prenait son carnet. J'adorais ça. J'adore ça. J'adore la musique, j'adore. Mais toutes les musiques sont belles. Après, on n'apprécie pas. Moi, je suis pas fan de la musique classique, même si certaines musiques classiques me touchent plus que d'autres, comme certains Mozart, mais pas toutes. Mais par contre, Dvorak, j'adore. Dvorak, il est plus dynamique. Voilà, c'est autre chose. Debussy, c'est joli aussi, mais voilà. Mais par contre, le jazz, l'acid jazz. Je crois que je vais même écouter du Black Sabbath. On est passé de la symphonie du Nouveau Monde à Black Sabbath. Tout à fait, du Black Sabbath, du Guns N' Roses pendant quelques instants, et écouter un peu tout, même le métal, un peu. Mais je suis beaucoup plus... la lounge, j'aime bien aussi quand c'est pas écouté, t'es posé quelque part, tu vois, en arrière-plan comme ça. Mais ouais, jazz, acid jazz, le blues. Le blues. Le blues, c'est génial. Le blues, c'est quelque chose qui vient de tes tripes. Et j'adore ça, quoi. Ce côté, tu joues comme tu respires. Tu joues. Et c'est marrant parce que ça s'entend dans ce que j'ai vu de toi dans tes rôles à l'écran, parce que j'ai vu 2 ou 3 prestations à l'écran, et pas uniquement vocales. Tu déclames ton texte comme si tu jouais d'un instrument. Et effectivement, pas du tout comme un chanteur. Donc moi, ça me passionne même d'un point de vue professionnel, parce que effectivement, c'est comme un instrument physique, tu vois, à cordes ou à touche. Donc il y a une façon de projeter la voix qui est intéressante.
Et même dans ta diction, tu as une diction à la Blier qui est assez rapide et comme ça, avec des égrenés. Tu t'en rends compte forcément avec le temps, mais t'as une rythmique dans ta déclamation qui est intéressante. Oui. Moi, mais quand j'entends les gens qui parlent avec moi, souvent font allusion à certains artistes. Et mais encore une fois, c'est chaque fois la même chose qui revient. Mais comment tu fonctionnes pas plus? Je dis, qu'est-ce que moi j'en sais? Parce que la voix que tu as, même encore Thomas, mais encore donc le jeune Thomas, comment ça se fait que tu n'as pas des voix off ou des doublages de voix parce que la voix que tu as, quoi? Mais c'est énorme. Mais je sais, j'ai envoyé, j'ai fait des essais et tout plusieurs fois. Et après, voilà, j'ai fait des essais à Bruxelles dans trois studios. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tous les comédiens qui font de la voix, que tu connais, qui tournent, avec qui tu fais un film et tout, qui tournent un jour ou deux, et le restant, ben, c'est des voix off, c'est des doublages. Et je dis, Claudio, comment tu vas? Il a aussi une voix très, très... Et je ne savais pas que tu faisais... Ben, obligé. Ça fait beaucoup mieux que le théâtre. Oui. Et après, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas uniquement dans un studio. Il y a 5-6 studios à Bruxelles, mais ils sont appelés dans les 5-6 studios différents. Oui, c'est beaucoup un entre-soi, c'est copé. Pour le coup, ça, tu le sais comme moi, le doublage qui est une spécificité française, il y a un critère avant tout géographique. Il faut être sur Paris pour trouver des rôles, et maintenant un petit peu sur Lyon. Mais si tu habites à la campagne ou hors de France, t'as beau être Roger Carrel, parce que maintenant tout se fait par SMS, on te prévient 2 heures avant, t'es dispo, il y a un manga à faire, un documentaire, un épisode de série. Tout à fait. Donc si t'es pas là, on t'appelle pas. Alors que t'as toutes les qualités qu'il faut et qu'on a besoin. C'est plus ça le problème. Ah oui, et de toute façon, comme on en a parlé aussi, parce que tu fais allusion aux textos, SMS, tout ça, dans le métier, ça passe ou ça casse par rapport à certaines amitiés. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand j'ai vu les comédiens qui étaient là, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais essayer un peu. Ah oui, mais ça ne marchera pas. Et j'ai vu des gens qui sont au théâtre tous les soirs et qui font des voix. Je dis, mais Jean-Pierre, j'étais un peu étonné. Je dis, mais tu bosses tous les soirs au théâtre? Ah oui, mais paye pas aussi bien que. Alors, les gens font allusion à la France. Ah, c'est pas comme en France, le théâtre en Belgique. Alors ça, je vais le préciser pour nos auditeurs qui, contrairement à toi, l'ignorent peut-être. Effectivement, chez les comédiens, souvent on commence par le conservatoire, donc après on tourne au théâtre, et on appelle ça, chez les comédiens, être au piège. C'est ça. On le tourne 3-4 000 fois en quelques années, on y est tous les soirs et 2 fois le dimanche et lundi repos, et comme ça paye pas assez souvent pour vivre correctement, eh ben souvent on essaye d'occuper les après-midi avec du doublage dans les studios, parce que le doublage, c'est 6,40 € de mémoire à la ligne, parce que c'est la convention collective du doublage, c'est payé à la ligne, voire on peut négocier des grés à gré encore beaucoup plus intéressants, et donc c'est aussi ça la motivation. Et ça n'a rien d'ailleurs de honteux, c'est tout à fait normal. Mais le discours qu'il y a eu en France sur il y a le théâtre d'un côté, et puis la radio, les pubs, c'est quand même, oui bon, voilà, c'est un peu honteux. C'était ça en France. Toutes les années 80-90, les agents disaient aux comédiens, surtout tu ne mets pas sur ton CV que tu fais du doublage. C'était la dernière honte, ce qui est quand même une aberration. Mon grand-père, qui avait beaucoup d'amis dans le théâtre, parce qu'il est resté quelques années, il y a 20 ans sur Paris, il me disait que c'était une honte pour un acteur de théâtre de faire du doublage de voix. Comme dans le temps, quand je dis dans le temps, c'est dans le temps de Louis Jouvet et tout ça, tu n'allais pas jouer au cinéma, c'était une honte. Ouais, puis après c'était la radio qui était honteuse, et puis après les... Et après, ça a été, comment? Tu as fait une pub? Ouais. Mais tu descends de mon estime. Enfin, voilà, et c'est vrai que c'était, moi je reviens, quand tu étais jeune comédien, mais, ta gueule me plaît, une petite pub. Et avant, étonnamment, tu touchais beaucoup mieux sur une pub que maintenant. Maintenant, il faut une grosse marque pour bien toucher.
Je me rappelle d'une année, je ne sais pas citer la marque, mais chaque comédien a touché 30 000 euros pour un grand magasin. 30 000 euros, plus le droit à l'image, ils en avaient pour 42 000 euros. Chacun. N'est pas mal. Après, voilà, tu as tes taxes, tout ça. Oui, non, mais ça paye bien. Et bien sûr, avant, tu avais 1000 en équivalent, hein, francs belges, tout ça, tu avais 1 500 euros de prestations et facilement entre 1 500 et 2 000, c'est pas plus, de droit à l'image. Et le droit à l'image, en Belgique, n'est pas imposable. En France, oui. Ah, ça, je l'ignorais. Merci de l'info. Ouais. D'ailleurs, tiens, tant qu'on parle de ça, c'est vrai que... Alors, j'ai interviewé d'autres comédiens belges qui m'ont dit que non, mais le débat est ouvert apparemment. Est-ce que c'est vrai et à quel point que le doublage fuit en Belgique maintenant parce que c'est moins cher? Il n'y a pas que le doublage. Hein. Alors, c'est vrai, et en plus, il y a d'autres choses. Le cinéma, en général, ils viennent tourner en Belgique parce que c'est moins cher. Ils prennent, que ce soit les Français ou les Anglais, hein, beaucoup les Français, parce qu'il y a la langue qui est très facile, il n'y avait pas de barrière. Mais souvent, tu as le premier, deuxième, troisième, voire les 4 premiers rôles importants. Et le restant, c'est les petits rôles. On va en Belgique parce que c'est moins cher, parce que le location est moins cher, parce que le matériel est moins cher, parce que les gens sont moins chers à payer. Voilà. Oui, c'est moins cher. Et le doublage, j'ai entendu aussi une fois des gens qui disaient oui, on préfère travailler avec les Belges parce qu'ils n'ont pas trop l'accent français et ils disent les mots, les chiffres, pas 72, 92, tout ça. Voilà. Moi, des fois, j'entends les Suisses, je suis 80, 90, tu vois, 80 qui est 80, voilà, mais non, c'est vrai. C'est vrai. Et beaucoup de comédiens français, des fois, sont appelés pour faire des voix en Belgique. D'ailleurs, le nombre de pubs, oui, c'est énorme. Moi, je vois des potes qui sont comédiens et comédiennes belges, qui ça tourne en France. Oh, c'est pour une boîte française, un truc comme ça, ce sont des Belges. Parce que c'est moins cher. Tu vas faire ta pub en France, je vais exagérer, on va dire, comme ça, tu vas payer 20 000 euros, c'est exagéré. Hein. Le comédien, en Belgique, ça va être 5 000 euros. C'est de cet ordre de grandeur-là? Ouais. D'accord. Ça me fait rire parce que j'ai une anecdote pour dire à quel point ça remonte il y a 30 ans, littéralement, pendant la grande grève des doubleurs de 94. Ouais. Il y avait des grévistes plus syndicaux que tout le monde qui refusaient de travailler à Paris avant que Jacques Toubon officialise le statut des comédiens de doublage. Tout à fait, oui. Tu connais l'histoire. Et certains allaient en secret en Belgique, en étant grévistes en France, en se cachant dans les coffres de bagnole et en ne sortant que quand ils étaient arrivés dans les studios, pour pas qu'on les voie et pour pas se faire griller comme étant des jaunes, entre guillemets. Et ça a détruit des amitiés interprofessionnelles qui ne s'en sont toujours pas remises aujourd'hui. C'est dire à quel point le milieu, quand même, est particulier. C'est pas cracher dans la soupe que de dommage, c'est quand même vraiment dommage. Ouais, et je vais pas être méchant, mais c'est que ce soit les voix off, le doublage de voix, comédien. Je sais pas s'il y a ça aussi dans la musique dans la musique un petit peu, mais les chanteurs, je ne sais pas. Mais c'est un monde de pute. Hein. Voilà, comme ça c'est dit. Non, mais c'est un monde de pute. Il y a beaucoup de faux culs, il y a beaucoup de faux sourires. Et alors, quelque chose moi, qui me chagrine vraiment, c'est quand tu vois les castings qui passent, tu dis ah, ça serait bien pour mon pote Andrés. Ah ouais, je lui envoie, tiens, voilà. Enfin, c'est gentil, merci. Lui aussi, des fois, il me renvoie. Tu envoies ça à quelqu'un d'autre. Et puis, tu vois un casting qui est passé, où un directeur t'appelle. Putain, j'ai pas ton numéro. Comment ça se fait ce manque d'amitié, ce manque de fraternité qu'il y a entre les comédiens. Tiens, il y a un casting pour toi, je t'ai vu, je te l'envoie. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'il y a une jalousie. Mais quelle jalousie? Il y a à manger pour tout le monde en plus. Mouillé, tu fais 80 kilos, t'as 1m70. Putain, mec, mais me casse pas les boules, quoi. Je vois pas où est le problème. Moi, j'ai pas de soucis. Non, mais souvent, j'entends oui, mais alors il va réussir, machin, ça va être grâce à moi. C'est dommage, quel dommage. Mais voilà, et je sais que dans la musique aussi, il y avait beaucoup de jalousie. Mon grand-père parlait beaucoup, j'entendais
beaucoup de jalousie. Ouais. Quand tu vois d'autres musiciens qui arrivent, qui jouent un peu comme toi, ou bah, il y a des amitiés aussi qui se font, qui se défont. Moi, j'aurais adoré. J'ai vu mon grand-père avec ses musiciens faire des journées à la maison de campagne, venir, mais un jour, tout Stillman c'est venu aussi. Il y avait plein de gens et des amitiés, des beuveries. Ma grand-mère est passée 3-4 jours à faire à manger pour tout le monde. Des escargots de Bourgogne, tu vois, parce qu'elle les élevait dans son jardin. Et quand je dis elle élevait les escargots, on s'imagine l'escargot qui fout le cordon au pied, ici. Non, ça n'a rien à voir. Elle mettait un grillage avec des briques dessus. Elle a mis des parpaings autour qui faisaient 4 mètres de long sur 1 de large. Et alors, elle mettait soit du céleri, soit de différentes plantes. Et par rapport à ces plantes, on avait un peu le goût d'un escargot. Mais c'est 2 à 3 jours de boulot. Il faut les mettre dans l'eau salée, les nettoyer, les vider, sortir, faire la farce, les remettre dedans quand c'est cuit, remettre la farce dessus, machin et tout. Pourquoi 30 secondes, hop, hop, ouais, c'était bon, merci. Et t'as passé 3 jours, le couscous, même chose, tout. Elle préparait tout avec passion, et mon grand-père et les amis ils venaient, et j'adorais, et j'aurais adoré retrouver ça dans le cinéma, que j'ai jamais réussi à faire. Jamais. Ce que tu retrouves en radio, cette amitié, les gens qui, enfin, c'est l'impression qu'ils donnent d'être, comme on a fait une allusion à ça hier ou aujourd'hui, par rapport à la radio, et moi j'aurais adoré faire aussi de la radio avec le concept grosse tête, mais du temps de Bouvard, où les gens encore disaient merde pour dire merde, et pas pour faire semblant, pas pour... je trouve que, et je ne sais pas si c'est Ferrari qui disait, on sait comment je joue, on sait quel est mon spectacle, on sait comment je parle. Si on me dit, voilà, ici, vous ne serez pas comme ça, vous ne dites pas ça, ça, ça et ça, je ne joue pas. Je dis ce que je veux. Et je trouve que ça manque. Ça manque. Et ma femme a regardé une émission et des gens montraient les enfants de la télé ou avec Arthur, et ce qu'ils se disaient, comment les gens parlaient. Il y avait des jeunes qui étaient outrés. Outrés, maintenant, je suis désolé, mais quand tu vois ce qui se passe dans les rues, les villes et tout, encore il n'y a pas longtemps, au 13e arrondissement, hier ou avant-hier, un gamin mort à coup de couteau. Ben, Coco, je préfère de loin qu'on parle bite poil couille à la radio ou à la télévision que le gamin soit se poignardé parce qu'il n'est pas d'accord avec la bande rivale. Voilà. Donc, la vérité, le vrai parler, ça, c'est quelque chose d'important. Pas avoir peur de dire les mots, parce que avoir peur de dire les mots, c'est surtout parce que tu as peur d'après. Ça va me retomber dessus. Donc, voilà. C'est la peur chimérique d'une menace apocryphe. C'est ça. Faites-le et vous verrez que le ciel ne s'ouvrira pas en deux pour vous foudroyer. Et finalement, c'est l'autocensure qui faisait la trouille. La trouille. Exactement. C'est savoir dire merde quand il faut et savoir se retenir s'il faut. Mais hélas, il se trouve que pas plus tard qu'hier, j'enregistrais l'interview avec David Jopard, donc comédien belge de nos confrères, et qui me disait qu'il a arrêté au bout d'un moment de travailler pour Nostalgie pour les mêmes raisons de consensus insupportable et castrateur. Donc, et malheureusement, en radio, le phénomène existe aussi. Bon, mais de très belles choses aussi, dont il m'a parlé et qui sont dans l'interview. Mais hélas, le phénomène s'applique partout où il y a l'orgueil des hommes, ce qui dans les médias artistiques. J'ai fait une maquette comme ça pour une radio bruxelloise avec mon beau-fils, donc le fils de ma femme, et je voulais amener quelque chose de différent, mais style un peu grosse tête. On était 4-5 autour de la table, 5. Et on téléphone à des gens en disant, voilà, comme les grosses têtes, on a une question, si vous répondez bien, vous gagnez une bouteille de vin, parce que mon beau-fils est dans le vin. Ah, bien, tout ça. Et alors, en même temps, on rigole. On dit des mots, on rigole. Je te parle de ça il y a au moins 8 ans. Et on rigole et on enregistre. J'étais à la radio, on enregistre et tout. Et puis, à un moment, on rigole de choses que le directeur de radio a estimé comme une private joke.
Donc, les gens vont pas comprendre, tu comprends, alors que tout le monde rigole, il y a une ambiance de dingue, bah, ça va passer. Il a dit non, 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 ça va pas le faire, une émission comme ça. Puis vous parlez un peu, tu comprends. C'est comme mon one-man show, j'ai adoré le one-man show que j'ai fait. J'ai tourné pendant 2 ans, la première année, marchait très très bien, puis j'ai commencé à maigrir. Et les gens ne voyaient pas trop ce que ça voulait dire, parce que c'était l'autodérision sur moi par rapport au poids, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à certains vécus d'autres personnes avec qui je parlais. Et donc, les gens rigolaient beaucoup, et puis à un moment moins. Et même moi, à un moment, je voyais bien que j'avais plus... derniers 6 mois, je traînais plus le one-man show qu'autre chose. Et là, maintenant, par contre, j'ai envie de remonter sur... C'est impayable, la scène, c'est... Déjà, le théâtre, c'est quelque chose de magnifique. Mais la scène, quand tu es comme ça en one-man show et que les gens, tu peux, mais directement, ça c'est cet échange, pareil, quelqu'un directement, et tu sais, c'est comme à un moment, je fais allusion au gros qui va à la toilette, et il y a un urinoir, et des fois, tu sais, tu as des séparations. Oui. Et putain, pour arriver à la séparation, tu dois rentrer, puis te mettre comme ça, et puis tu arrives comme ça, et je dis ce qui est bien pour les gros, parce que c'est pas évident, tu la vois pas, quoi. Un petit miroir, un petit miroir, un urinoir serait top, c'est pas mal. Et tu sais, et je fais semblant d'ouvrir ma braguette, et il y a une femme en face de moi qui fait... On n'ouvre pas la bouche maintenant. Une blague, madame. Tu sais, les gens morts de rire. Mais c'est impayable, quoi. Les gens morts de rire. Je dis, il recommence. Et je fais, elle fait l'autre. Ah, vous n'avez pas compris, vous. Hein. Et voilà, quoi. C'est des choses magnifiques. Oui. Voilà, des années de conservatoire pour arriver à la fin à être content de ça. Ah oui, conservatoire et parallaxe, c'est plein de stages, plein de choses, quoi, voilà, des formations, et c'est comme j'en parle encore avec ma femme, il y a tu vas dire, il parle souvent avec sa femme, parce que oui, je parle souvent avec ma femme, il y a des maîtres qui me plaisent beaucoup, j'adorerais, j'oublie son nom, mais il y a un grand maître japonais qui donne des cours de déplacement et de théâtre, c'est pas le théâtre No, mais il est très très connu, très cher, le stage. J'adorerais ça. Et moi, ça me rappelle, c'était Sugano, qui perd son âme, qui est décédé maintenant. On était 600 dans une salle de sport en Belgique. Et il arrive sous le tatami, mais un silence. Mais tu entendais une mouche. Et il arrive, il salue Murata Yoshiba, photo, il se retourne, salut, et tout le monde il se lève, il explique, et quand il décide, on se lève, on continue, on commence. Et ce respect, waouh, c'est jouissif. Ouais, quand on apprend avec des grands, on s'élève. Tout à fait. Et c'est pour tout comme ça. Pour tout. Quand je boxais, mon entraîneur dit, tiens, il y a des gamins qui sont là, prends un peu les gamins. Tu te ramasses des coups parce qu'ils savent pas boxer. Un jour, j'ai reçu un coup là, un globe. Je dis, Coco, tiens tes mains. Ouais, et le mec, il va partout comme ça. Et je disais, l'entraîneur, je dis, Kader, ça va pas. Il me regarde. Oh, t'as commencé toi aussi, hein? Ben, lui, il commence aussi. Ok. Et c'est vrai, il faut être patient, voilà. Revenons sur toi pour s'approcher gentiment peut-être de la fin de cette interview. Une fameuse proposition, ça, hein, revenons sur toi. Revenons sur toi, j'ai dit une bêtise? Non, du tout, c'est sa proposition, elle plaisante. Ah oui? Non mais au sens figuré, Coquinou. Moi je marche en plus, tu sais, à fond dans le truc, je vois rien, je suis concentré sur mon interview, alors qu'il me met des choses trappes partout, hein, et on fera pas de montage comme je garde tout. 12 ans, il a 12 ans. Ah ouais, mais j'adore. Les jeux de mots, tout ça. Vas-y, je te laisse parler. Laisse-moi me concentrer, j'ai déjà du mal. Je vais faire semblant de faire ça professionnellement. Tu vas voir. Tu fais très bien semblant. Tu fais très bien semblant? Bah, ça oui, c'est magnifique. Je suis pas trop mauvais comédien alors. Oh, non, pas du tout, c'est même très bon. Tu es bien meilleur que les plus mauvais.
Alors ça, par contre, avant ma question, je vais le dire parce que c'est suffisamment appréciable et c'est totalement en lien avec ce qu'on vient de dire avant. Tu as fait un truc que très peu de nos confrères m'ont déjà fait à moi, et je pense que c'est répandu comme problème. C'est que dernièrement, je t'ai envoyé un petit extrait d'un travail que je faisais, et ton premier réflexe, ça a été: Alex, je suis pas légitime pour te dire ce que j'en pense. Après, je t'ai dit: Dan, arrête tes conneries. Bien sûr que si. Dis-moi si c'est bon ou pas. Et tu m'as dit: ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut que tu travailles. Et je te remercie, et je le fais devant tout le monde exprès, parce que ça m'a beaucoup aidé, et tu as eu l'honnêteté de le dire. Alors que dans nos milieux, c'est toujours: oui, cher ami, je vous adore tellement, le rôle que vous ferez l'an prochain est tellement merveilleux que le rôle que vous avez fait l'an dernier, alors que t'en penses pas un mot. Ah, Taureau a raison, donc merci pour ça, déjà. Voilà. Mais c'est moi qui te remercie, c'est avec plaisir. C'est fait. Parle-nous, s'il te plaît, de ton travail de voix off pour Thomas Latour, parce que je sais, tu m'as dit, tu as officié dans certains de ses jeux, tu as fait un e-book, je crois que c'était avec lui, et je vais écorcher le nom, Blurk. Blork. Blork. Ouais. Voilà, Le Blork, en fait, ça vient de Midam, c'est Kid Paddle. La bande dessinée Kid Paddle. Et il y a Game Over, qui est une BD avec les Blork. Et c'est le même dessinateur qui fait les Blork et qui fait Kid Paddle. Et il a rencontré par hasard le créateur, et ils ont décidé de faire un jeu. Et je fais les onomatopées des Blork qui se fait frapper dessus, qui tombe par terre, qui s'est fait assommer. Des trucs comme ça. Et après, tu es là, et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Waouh! Waouh! C'est comme donner un texte derrière un micro ou devant un micro, aller chercher l'émotion du moment, mais c'était la même chose. Que ce soit tous ces petits mots, ou ces petits crachats de mots, ou donner un texte à enregistrer au micro, ou redire ton texte devant une caméra, c'est le même boulot. On ne peut pas dénigrer l'un ou l'autre. Moi, j'étais en âge. C'est très bien que tu le dises. Parce que pour les gens qui n'y connaissent pas, ils disent: attends, mais si c'est juste faire n'importe qui peut le faire. Il y a des gens qui vont penser ça, alors que essayez, vous verrez. C'est oui, être comédien. À un moment, Thomas, il me prenait en photo et tout, et je ne faisais pas attention. Les grimaces que je faisais, et c'est vrai que c'est un boulot. C'est du boulot, quoi. Voilà. Et j'ai adoré ça. Et maintenant, il a fini le jeu est terminé. Il faut le présenter à Dupuis. Oui. Voilà. Wallimage a accepté tout ça, donc ils ont mis de l'argent dedans. Et le pauvre, il a fait le montage du jeu, il a terminé tout ce qui est image, la synthèse du jeu, les bugs qu'il y avait, et il me dit: j'en peux plus, quoi. Je dis: pourquoi ça va pas? Mais non, ta voix, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Et comme il avait du retard, il avait peur, il faisait jour et nuit. Il revenait avec son ordinateur chez lui, il travaillait la nuit, machin et tout, et il n'en pouvait plus. Ah oui, on sature très vite sur les... Ouais. Ça, c'est marrant, c'est des petites anecdotes de la profession. Voilà, après, je me suis doublé sur ma voix pour Dédale de René Manzor. C'est une première que je n'ai jamais fait, donc il y a 16 ans ou 18 ans, je crois. Ah oui, tu as dû te post-synchroniser après coup. C'est ça, voilà, post-synchronisé, c'est bien, merci. Sur là-dessus. Après, j'ai fait quelques voix pour des essais que j'ai faits sur des films qui étaient en train de se faire enregistrer les voix. Et tu avais une action qui se passait, et dans le fond, tu avais des gens qui couraient et me disaient: tu peux crier là? Non, fais pas ça! Parce que ceux qu'on voit pas, mais on voit en off derrière. Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est du boulot. Et je pense que les gens, c'est un peu comme le one-man show, c'est un peu comme les voix off. Je trouve que les gens
tant que tu ne comprends pas que c'est un travail, les gens ne pourront pas comprendre ça. Donc, du coup, c'est pas le fait de dénigrer, c'est le fait de trouver ça plus léger, de dire ouais, mais tu fais des voix off, des doublages, c'est rien. Moi aussi, je suis sur le compte de caméra. Et on l'entend encore, je l'ai entendu encore il y a quelques mois, dans une chute de la part d'une médiathécaire. Je venais à un goûter audio pour écouter, donc il y avait des trucs c'était pour les gamins plutôt, j'étais le seul adulte, Voilà. donc, mais vous êtes qui, vous faites quoi, vous n'êtes pas le père d'un petit? Je dis non, bah, je suis comédien, donc ça m'intéresse. Et elle dit, mais vous êtes comédien, comment ça? Je dis, bah, je fais des dramatiques audio, en studio, au micro. Ah, d'accord, derrière un micro quoi, vous n'êtes pas comédien. Oh là là là. Celle-là, je l'ai gardée parce que là, tu sais, la remarque qui veut tout dire. Vous n'êtes pas comédien, quoi. Pas en vrai, pas sur les planches devant une caméra. Je dis bah oui, parce que quand je suis derrière le micro en train de jouer, je suis boulanger, je suis couturière. C'est clair. Parce que tout le monde peut le faire, c'est bien connu. Non, mais c'est connu. On le prend mal. À côté du micro, tu peux enfourner, c'est clair, c'est connu. Oui, bien sûr. C'est bon, là, oui. Et on a quand même. C'est ça, c'est. Oui, non, mais c'est ça en fait. Et tu peux retrouver ça dans tous les métiers. Le côté ah oui. Ah oui. Non, mais j'ai adoré faire le Père Noël il y a 3 ans, 4 ans. L'ambiance était merdique avec les lutins, avec les gens, mais une fois que tu es assis, c'était en Champagne. Et en France, c'est le 3e parc à la saison de Noël. J'ai oublié le nom de. C'est magique. La maison de Noël, elle est magique. Elle est en bois, elle est immense, tout ça, c'est fabuleux, vraiment fabuleux. Et quand tu te retrouves assis dans le bureau du Père Noël, quand tu as tous ces gamins qui sont là, qui te regardent, et tu sais, tu ouvres la porte, ils ont le char, la luche du Père Noël, qui est là, il fait un peu frais dans cette pièce, et ça tourne. Donc, on peut tourner pour partir dans les étoiles, pour aller faire livrer, tu vois, les colis et tout. Donc, quand il est rentré, il est vers moi, et quand il veut sortir, il tourne de l'autre côté. Mais dans mon bureau, j'ouvre la porte, et tout le monde, il y a quelqu'un qui vient avec les enfants, et ici, nous avons le traîneau du Père Noël, voilà. Puis moi, j'ouvre la porte, je suis comme ça, et je regarde. Et puis, oh, même les parents, hein, même chose. Hein. Et les enfants sont, oh, et quand t'as les gamins qui, oh, Père Noël, qui te prennent dans les bras, machin, qui t'attrapent, c'est magique. Et les enfants, après, j'ai rigolé parce que t'entends les parents. Eric, il fait beaucoup de gabin. Gabin, et puis tu regardes la tête du mec, ok, s'assoit, c'est Gabin, toi. Oui, comment vous savez? Père Noël. Voilà. Et tu as ta liste, on prend la liste, tout ça, et puis à un moment, je fais amener un peu de poésie et un peu d'humour. Je raconte une histoire en expliquant que à chaque naissance d'un reine, d'abord, chaque reine qui naît, c'est une étoile qui monte et un ange qui va accrocher l'étoile. Et je disais, est-ce que tu as fait ta liste? Oh oui, bien sûr, j'ai fait ma liste. Et je regardais, oh oui, oula. Alors, je précise pour les parents que toutes les listes lues par le Père Noël seront sous sapin. Et t'as les parents. J'adorais. Et tu vois, c'est ça que j'ai aimé ça parce que c'était pas uniquement qu'est-ce que tu veux pour ta Noël? Ok, suivant. Non, c'était vraiment, tu avais une interaction avec les gamins. Il y avait un temps des parties, mais c'était génial, vraiment. Il n'y avait qu'une ambiance qui était à chier. Je suis resté un mois là-bas. Malheureusement, comme j'étais là-bas, je n'avais pas l'endroit où dormir, donc je dormais chez eux, là. Des jalousies, des machins, même là-dedans. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de comédiens, ce sont des gens, des circassiens, qui prennent le temps ou qui n'ont pas de travail
Et comme chaque année, ils reviennent et ils vont là. Et ils sont bien payés, mieux que quand ils bossent. Mais c'est. Et toi, tu fais comment? Tu factures, machin, tu fais quoi? Ouais. Ça casse un peu le rêve. Ouais, voilà. Mais j'ai adoré. Les gamins ou les mamans, Père Noël, oui. Je peux m'asseoir sur vos jambes. Bien sûr. Ouais, il y avait la version enfant et puis la version adulte. Bien sûr. Et alors, tu vois, le mari, je peux aussi? Bah, faudra bien. Pas de jaloux, mon grand. Viens là. Voilà. Non, mais c'était beau. Voilà. Puis j'ai fait aussi des soirées où tu fais un faux policier. Tu sais, là, tu as l'association des comédiens, comme en France, qui dit, voilà, on a été contacté. Et c'est toi qu'on voit un petit peu, ok. Donc, je vois la personne. Son mari est policier. Elle me dit, voilà, ça, c'est un mandat d'arrêt que j'ai fait à son nom, tout ça. Ça, c'est une liste que j'ai fait comme ça, des tickets. On m'a demandé ce que vous vouliez. Donc, j'ai dit, association, qu'ils ont donné ce qu'il fallait comme objet. J'essaie de me noter tout. Et puis, le soir qu'il fallait, j'avais les tickets pour le voyage de noces, où ils partent en voyage au ski. Et ici, j'arrive, veste en cuir, machin, tout, porte-voix, pizzeria. Bonjour, police, ne quittez pas votre siège, s'il vous plaît, c'est pour un contrôle. Bah, tout le monde. Lui, policier, c'est bizarre quand même, on m'aurait prévenu. J'arrive, je tourne un peu comme ça, et puis à un moment, j'oublie son nom, monsieur Van Brandt. Oui, c'est moi, c'est moi. Non, ne bougez pas. Gardez vos mains sur la table, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur, vous allez devoir venir avec nous. Je donne mandat d'arrêt. Le mec, il voit que c'est un vrai mandat d'arrêt. Il fait. Alors, tout le monde il y avait 4-5 personnes qui étaient dans le secret, mais les autres pas. Et monsieur, il est policier. Je vous ai rien demandé. D'accord, mais je peux te donner une pizza, patron? Oui, et je ne savais pas. Je dis patron, comme ça, le mec me dit, c'est comme ça qu'on appelle notre chef. Et tu fais patron. Au moment où tu fais ça, je me sens tout petit, parce qu'il me dit, là, je suis dans la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui qui me dit ça. Et je dis, on vous suit depuis 6 mois, vous parlez souvent avec monsieur Abdel Machin Bazar, c'est un terroriste, mais non, vos frais d'hôtel, tout ça, et je sors une liste de tickets, de machin. Puis après, je viens, écoutez, je suis désolé, mais et ça dure 20 minutes, quoi. Et le type, il n'en peut plus, il termine sa pizza, puis je vais vous arrêter, monsieur, je suis désolé, vous avez mis avec nous. Et ce qui l'a rassuré, c'est quand je lui ai mis la menotte et l'autre à sa femme. Et elle a fait, mais par contre, je vous donne ceci. Et il ouvre, il fait, oh, le mec, il était, mais ça l'a rassuré et tout. Et il m'a dit, quand t'as mis la menotte à ma femme, je dis, où? Il en guise c'est pas normal ça. Mais après, le type, il vient chez moi et il me dit, allez, bois un verre avec nous, machin et tout. Il faut que tu viennes à la police. Hein. Pour faire quoi? Tu as vu comment tu es, comment tu es bâti? Mais je t'ai emprisonné. On a besoin de flics comme toi. Je dis, Coco, moi je suis comédien, moi j'ai pas envie. T'as été trop bon. Il faut te débaucher. J'en ai fait un faux braquage. Oh là 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 là. Le type, je dis tout, j'ai cherché une capsule de sang pour mettre dans sa bouche quand je le frappe, du sang quand je tire, tu vois. Et je lui dis, écoute, c'est un immense magasin de vin. Magasin de vin avec, à droite, quand tu rentres, il y a le restaurant. Donc, il mange et il boit les vins du magasin. Il me dit, voilà, c'est pour l'anniversaire d'un pote, mais il est karatéka, il fait du full contact, machin, mais il est prof de tennis, voilà. Et je dis, oui, et j'aimerais que tu lui fasses peur, que tu arrives, tu fasses un braquage. Et je dis, ok, ça va. Écoute, voilà, je vais aller chercher ça, et on répète 2 fois. Donc, je rentre, je te dis la caisse, tu discutes un peu, tout ça, et je te dis, je veux la caisse. Je m'approche de toi, je t'envoie une droite, mais t'accompagnes, donc je ne te touche pas. Et tu craques la capsule de façon à ce qu'on voit le sang. Ok, ça va. Après, tu te relèves, tu fais le con, je tire, tu prends l'autre capsule
à l'épaule et tu fais comme ça. Évite le cœur, parce que c'est le cœur dont tu devrais mourir. Ok, ça à l'épaule. Oh, ouais. Écoute, j'arrive là. Oh les mains, braquage, machin, tout le monde à genoux. Allez, allez. Et le mec est dans le fond. Le mec, après, il m'a dit, quand je t'ai vu frapper, je ne sais plus comment ça s'appelait le bonhomme, en fait, au moment où j'arrive, j'ai dit, oh les mains, laquelle? Mais je ne sais pas où elle est, je ne sais pas. Tu te fous de ma gueule? Non, mais monsieur, il arrive vers moi comme convenu, je lui mets une droite, mais il ne tourne pas la tête. Il fait un vol plané dans les bouteilles. Mais oh, le vol plané qu'il fait, le type croyait que c'était une blague, ce qui était vraiment une blague. Seulement, quand il voit que son pote fait un vol plané dans les bouteilles, il fait ah, c'est un vrai braquage, merde. Et l'autre, il se réveille, je fais debout, je chante dans son debout. Et il me, oui, 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 oui. Je vais dire, moi, je dis putain, le connard, il n'a pas eu besoin de mettre la capsule. Hein. Après, tu vois, il se lève, machin, je sais pas. Moi, je dis, oh, les gens, oh, mais les gens ont eu peur. Même ceux qui savaient pensaient que j'étais venu un vrai braqueur et que le fou arrivait après. Tu vois? Putain. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Et en plus, et par contre, tu vois, là où il faut jamais faire confiance aux gens, et j'ai eu de la chance. Ça se passe en banlieue bruxelloise. Et c'est déjà chez les Flamands. Et les Flamands, ils rigolent pas. Donc je dis, écoute, prenez la police, parce que s'ils me voient avec un flingue à travers les fenêtres, ils vont tirer. Je préviens. Après, il m'avoue qu'il n'a pas prévenu. Voilà. Donc il faut vraiment. Ouais, j'en ai fait plein. Des faux serveurs. Oh là là. Des choses magnifiques que j'ai fait. Puis c'est gai de jouer avec les gens, l'interaction des gens, essayer des caméras cachées. Des caméras cachées pour RTL TVI avec T-News. J'en ai fait, mais j'adore ça. J'adore aller à la rencontre des gens et imposer un style. C'est des choses magnifiques. Après, voilà, malheureusement, ça ne se fait plus parce que manque d'argent, parce que ça marche mieux quand c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait les caméras cachées en Belgique. Enfin, voilà. Et non, on va recommencer avec lui, et puis ils n'ont pas recommencé. Mais voilà, non, mais j'ai fait beaucoup de choses aussi par rapport au cinéma, par rapport, je te dis, les sketchs, les faux policiers, les faux serveurs, des soirées, rentrer dans les mariages, les faux serveurs, foutre les mariages en l'air, entre guillemets. Non, c'est des moments pas mal du tout. Après, voilà, ce sont encore une fois, c'est à côté du système artistique qu'on connaît habituellement. Donc, du coup, tu es payé autrement, mais tu es mieux payé, c'est clair. Pas parce que les gens ont quand même payé une certaine somme pour avoir 2 personnes qui font les coups. Et voilà, mais c'est un métier que j'adore. C'est comme on me demande souvent d'où je viens, j'aime dire que je suis citoyen du monde, un bon bâtard. Et ben, moi, c'est la même chose. Je suis un saltimbanque, je suis un baladin. Ce sera une bonne conclusion. Dan, si on veut découvrir ton travail, si on veut te soutenir, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Quels sont tes projets futurs? Alors, les projets futurs, il va y avoir à rentrer en studio et faire les voix sur le jeu, parce que là, c'était un pilote du jeu. Donc, vraiment bien le faire une fois qu'il y aura l'argent, tout ça, que tout le monde aura accepté depuis tout le monde. Il y a un projet de long métrage où j'ai les rôles d'un... Et encore une fois, il faut attendre l'argent, mais c'est depuis l'année passée. Le rôle d'un Anglais au temps de l'Inquisition qui est en France. Mais là, ça allait chercher l'accent anglais et l'accent cockney. C'est un accent qui est à l'est de Londres, hein, c'est un peu, c'est comme les gens du vieux Paris dans le temps, comme ils parlaient, c'est la même chose là-bas. J'ai ici un court-métrage sur la vie d'un boxeur où je joue l'entraîneur. Il y a un long-métrage avec Thomas Latour en préparation. Mais il y a plein de choses qui arrivent, plein de demandes. J'ai fait un casting la semaine passée.
Voilà, non, je suis content, il y a des petites choses qui bougent de plus en plus et puis regarde, le hasard de la vie fait que je te rencontre. Voilà, je trouve ça magnifique. C'est des petites choses comme ça qui fait qu'on ne sait pas sur quoi ça va débouler, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard. Ça fait déjà plaisir. Mais oui, bien sûr. Et Tout à fait. pour te suivre et te soutenir dans tous ces futurs projets, réseau social, site, comment on te contacte? Ben, Comment on regarde ton travail? là, sur LinkedIn, il y a Instagram et j'ai pas de nickname, comme ils disent les Anglais, là, comme de surnom, c'est Dan Sleuser. Voilà. C'est aussi bien sur Facebook que sur Instagram, que sur TikTok, beaucoup de vidéos. TikTok avec Thomas Latour. Sidonie. Ne ratez pas les vidéos de Sidonie. Ouais, on a fait plein avec ma femme. C'était une idée à ma femme, en fait. Et Sidonie, du grand Maharaja, enfin, Maharaja, celui qui prédit l'avenir. Avec Thomas Latour, père et fils, ça marche bien et on espère trouver une. On a parlé avec le bonhomme qui gère l'agence pour les influenceurs, il dit que ça marche très bien. D'où on a fait un placement de produit avec MediaMarkt, sans le citer. Et donc les gens ont été enchantés. Donc il va proposer ce système-là aux gens qui posent la question, est-ce qu'on peut avoir Thomas Latour? Oui, si vous voulez, il y a père et fils, voilà comment ça marche, tout ça. On verra. Si ça fonctionne, ben, tant mieux, et parce qu'on aime bien ça. Et si vraiment ça ne marche pas le côté père et fils avec les influenceurs, ben, Thomas et moi, on a envie de se lancer là-dedans avec un mieux structuré, une vraie histoire, et chaque fois, un père qui est au courant des choses qui se passent, comme l'informatique, hein, voilà, comme beaucoup de choses, comme si tu as vu le père qui dit à son fils, tiens, l'échangisme, ça me plaît beaucoup, et son fils, je ne sais pas si tu l'as vu, et son fils qui fait, ah mais j'adore ça, et il se retrouve aussi dans un échange de cartes, de manga, machin et tout, échanger les cartes, voilà, c'est des trucs comme ça, voilà. Et j'adorerais, ouais, comme tu as dit, chanter ou faire lire des textes, donner des textes, bosser. Voilà, bosser. Et si quelqu'un, par exemple, a besoin pour fin de l'année, juste envoyer une voix à quelqu'un, en donnant juste que des bonnes choses, une bonne année, un texte qu'elle a préparé ou qu'il a préparé, avec plaisir. Avis aux gens qui vont écouter ça. Voilà. Que ce soit pour le Nouvel An, que ce soit même pour un mariage, hein, n'importe quoi. Oui, je crois que vu que nous sommes le 17 décembre au moment de l'enregistrement, cette interview sortira après les fêtes de fin d'année, mais je vais essayer de l'uploader sur la chaîne YouTube avant, comme ça, si jamais. Mais il y a 2026, 2027, 2028, tu vois, chaque année, il n'y a pas de souci, je suis là. Et je suis prévu encore pour les 50 ans à venir, donc. Au moins. Au moins. Dan, ça a été un plaisir de passer ce temps avec toi. Mais partagé, vraiment. On te suit, en tout cas moi je te suis, et on sera nombreux, je pense, sur LinkedIn, parce qu'en plus, vous l'aurez remarqué, Dan n'est pas seulement un bon comédien, c'est aussi un type sympa et un type marrant. Et ça compte beaucoup, parce que la gente... C'est gentil aussi. Non mais c'est vrai, c'est pas pour passer la brosse à reluire. Tout le monde n'a pas... Tout le C'est monde n'a facile. pas le même cœur et le même humour, et ce sont des qualités sous-évaluées et dont nous avons tous besoin. Surtout. C'est très très gentil, je te remercie. Mais aussi ton côté à toi, le côté humain, autrement tu ne serais pas là non plus, c'est clair. Voilà. Alors c'est qu'on a bien fait le boulot. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était l'émission du jour de Ça Envoie avec notre invité, le comédien Dan Sleuser, dont je viens d'écorcer le nom. Redis-le-moi correctement, s'il te plaît. Exactement, j'allais te le dire. Alors, Sleuser. Sleuser. Voilà. Bien, voilà. Je fais un petit peu d'effort pour prononcer le belge correctement. C'est du Hollande. C'est un prénom, c'est un nom de famille hollandais du côté de mon père. Voilà, descendant des Habsbourg et tout le tralala. Au moins. Oui, voilà, bon bâtard. Un bon bâtard. Voilà. Merci Dan, merci à Je t'embrasse, prends soin de toi et bisous à tout le monde. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Ça m'aide à m'en souvenir. J'ai besoin de m'en souvenir.
Et parfois, je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que c'en est insoutenable.